Il y a une douleur dont on ne parle pas assez. C'est celle de se sentir seul ou trop, même quand on est entouré. De douter de l'amour des autres, même quand ils sont là. De toujours avoir cette petite peur qu'un jour, on ne sera pas assez et alors on sera rejeté. Qu'un jour, on réalise qu'on n'était pas si importante que ça. Si tu ressens ça, ce n'est pas que tu es trop sensible, c'est que tu portes une blessure invisible qu'on appelle la blessure du rejet. Ridiculous. I'm sorry. Oh, that's all right. Bienvenue dans Au cœur de Nono, l'espace où on ne fait pas semblant d'aller bien, mais on travaille pour véritablement aller bien. Si c'est la première fois que tu te trouves sur cette chaîne, je m'appelle Noémie, j'ai un bachelier en psychologie du travail et je poursuis un master en ingénierie des actions sociales. Alors, j'ai décidé de mettre en place cette chaîne parce que un jour, j'ai eu besoin ou j'avais besoin d'entendre ces choses que je partage. J'avais besoin qu'un jour, on me prenne la main et qu'on me dise « Noémie, tu as des blessures, des masques, qui sont venus modifier ta personnalité. Et ces masques, ces mécanismes de défense, ces blessures peuvent changer la trajectoire de ta destinée. Il faut savoir que j'aime énormément lire, j'aime énormément faire de recherches. D'ailleurs, c'est l'objet de mon master. J'aime comprendre en fait la dynamique des personnes. J'aime la sociologie, j'aime la psychologie et surtout, par-dessus tout, j'aime Dieu. Et Dieu m'a vraiment poussée à aller chercher au bon endroit et comprendre plusieurs choses qui peuvent se mettre en place et vraiment nous détourner de notre véritable identité. Parmi ces choses, il y a le thème que nous allons aborder aujourd'hui, à savoir la blessure du rejet. La blessure du rejet, ce n'est pas simplement l'impression de ne pas être aimé. Ça va beaucoup plus loin que ça. La blessure du rejet, c'est avoir constamment l'impression qu'on n'est pas à sa place. Et ça va même encore plus loin, c'est avoir l'impression, avoir ce sentiment de ne pas être légitime d'exister. Une personne qui souffre de cette blessure a souvent cette impression, cette croyance qu'elle dérange, qu'elle est trop, que si les gens voient vraiment qui elle est, comment elle est, les gens ne voudront plus d'elle. Donc, c'est pas seulement une douleur relationnelle, mais c'est vraiment une blessure qui touche à notre identité. Une personne qui est blessée par le rejet peut continuer à vivre, s'épanouir, peut même aimer d'autres personnes, mais elle aura constamment ce sentiment qu'elle doit tout faire pour toujours mériter sa place, tant dans les relations, tant dans le milieu professionnel, tant dans le milieu ecclésiastique, tant dans sa famille, dans tous les domaines de sa vie, elle aura toujours l'impression qu'elle doit mériter sa place. Alors, mais qu'est-ce que c'est concrètement la blessure du rejet? La blessure du rejet naît quand une personne a vécu de manière répétée ou marquante des expériences où elle ne s'est pas sentie accueillie ou désirée, ou pas choisie, ou encore pas reconnue dans son être. Le rejet touche quelque chose de très profond parce qu'il ne dit pas seulement je n'aime pas ce que tu fais, mais il est vécu comme je ne veux pas de toi. Et c'est pour ça que cette blessure est douloureuse parce qu'elle ne touche pas seulement les actions, mais elle attaque la valeur personnelle de la personne. D'où vient cette blessure? L'origine est souvent ancienne, parfois très précoce. Elle peut remonter à l'enfance, à l'adolescence ou à des relations qui ont marqué la personne. Prenons par exemple le cas de l'enfance. Un enfant peut ressentir qu'il n'est pas désiré, qu'il n'est pas choisi, qu'il n'est pas le bienvenu et qu'il n'est pas accueilli. Par exemple, un parent qui est froid, qui est distant, qui est peu démonstratif, un parent qui critique beaucoup, qui critique tout ce que l'enfant fait, un parent pour qui ce n'est jamais assez, un parent qui compare son enfant avec les autres enfants, avec ses cousins, avec ses cousines, avec ses amis, un enfant qui a le sentiment d'être moins aimé que ses frères ou ses sœurs, des humiliations, des moqueries,
des paroles dévalorisantes, un environnement où l'enfant sent qu'il doit être facile à aimer pour être accepté, un abandon émotionnel, donc un parent qui est là physiquement mais qui est absent émotionnellement ou tout simplement qui vaque beaucoup trop par ses occupations. Donc parfois le rejet n'est même pas quelque chose qui est dit ou qui est fait de manière explicite, mais c'est vraiment dans le ressenti. Vraiment comme j'ai dit, un parent qui va être distant, un parent qui va montrer que l'enfant le dérange, parce que c'est rare, mais ça existe. Un parent qui va dire à son enfant, je ne veux pas de toi. Mais même si le parent peut dire qu'il veut de son enfant, ses gestes, ses attitudes, ses paroles peuvent faire ressentir le contraire à l'enfant. Par exemple, dans le manque de regard, le manque de sécurité affective, dans l'absence de validation émotionnelle, l'enfant peut conclure il y a quelque chose chez moi qui fait qu'on ne m'accepte pas pleinement ou qui fait que je ne suis pas acceptable. Et malheureusement, cette conclusion va devenir une grille de lecture pour lui toute sa vie. C'est dans ces lunettes-là, c'est dans cette grille de lecture qu'il va analyser et traduire, interpréter chaque comportement. Il y a aussi à l'adolescence. À l'adolescence, l'exclusion d'un groupe, l'harcèlement, les moqueries sur le physique, la personnalité, le niveau social, les trahisons amicales, les premières relations amoureuses douloureuses peuvent également venir renforcer cette blessure. Pourquoi ? Parce qu'à cet âge, l'identité se construit beaucoup au travers du regard des autres. Donc, un rejet marque fortement. Pour être totalement transparente avec vous, j'avais plein de morceaux de mon enfance et de mon adolescence que j'avais complètement oubliés. Notamment le souvenir que je vous ai expliqué avec mes amis quand je suis revenue de vacances, etc. Ça, c'est quelque chose qui était totalement sorti de ma tête. Parce que, comme je vous l'ai dit, la blessure était tellement forte que mon esprit, mon subconscient a vraiment voulu l'effacer de ma mémoire. Et cette vidéo, quand j'ai fait mes recherches et que j'ai fait mon texte et tout ça pour cette vidéo, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis reconnue dans tellement de choses. Je me suis vue dans tellement de choses. J'avais déjà lu le livre Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, mais ça m'avait pas autant marqué que quand j'ai préparé cette vidéo. Et je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs pièces du puzzle qui manquent dans mon enfance. Donc, je me suis dit, j'ai certainement vécu un rejet en étant plus petite, donc vraiment dans mon enfance, mais je n'ai aucun souvenir qui me revient. Malgré mon autothérapie, malgré mes introspections, et j'ai vraiment été chercher, essayer de rechercher, mais j'ai pas trouvé. Je poserai peut-être la question à mes parents, mais j'ai essayé de réfléchir vraiment et j'ai pas vu à quel moment dans mon enfance spécialement j'ai vécu du rejet. À quel moment j'aurais pu me sentir rejetée. Maintenant, peut-être qu'une fois de plus, j'ai vécu quelque chose de traumatisant en étant plus petite et ça ne me revient plus. Passons maintenant à l'âge adulte. Certaines relations viennent raviver, réactiver, réveiller cette blessure. Par exemple, une relation avec quelqu'un de fouillant, l'infidélité, le ghosting. Je vais quand même vous mettre la définition du ghosting ici. Une rupture brutale, le rejet dans le travail, le rejet familial, le rejet spirituel ou le rejet communautaire, donc par exemple de votre église ou quelque chose comme ça, ou peu importe votre religion. Donc en fait, souvent, c'est pas l'événement seul, donc c'est pas par exemple l'infidélité qui va venir provoquer cette blessure-là, mais c'est vraiment le souvenir d'une douleur plus ancienne qui était enfouie ou pas. Parlons maintenant des causes plus profondes. Alors, il peut y avoir plusieurs couches, et là, franchement, je me suis beaucoup reconnue, vraiment dans les causes profondes. Donc, c'est vrai que, bon, sans spécialement rentrer dans les détails, par rapport aux origines, il y a plusieurs choses où je me suis revue, que ce soit dans mon enfance, dans mon adolescence, ou même là maintenant à l'âge adulte. Mais là, vraiment, dans les causes profondes, je me suis reconnue vraiment, à la limite, dans tout. Quand il n'y a pas de sécurité affective, la personne n'arrive pas à développer un ancrage intérieur solide. Pourquoi ? Parce qu'elle apprend que l'amour peut se retirer. Donc, l'amour que tu as reçu était peut-être instable, pas solide, ou il y avait justement trop de conditions. Du coup, tu n'as pas réussi à vraiment intégrer l'amour et la relation.
Je te donne un exemple, que ce soit en amitié ou en amour. Vous savez bien, ici, on parle des deux types de relations, ou même dans ta famille. On parle de toutes les relations qui existent, ok? Donc, supposons en fait que dans ton environnement, on t'oblige à être une certaine personne. Sinon, on te rejette. Par exemple, supposons que tu as un groupe d'amis, ou tu as un meilleur ami ou une meilleure amie, et ton partenaire te dit, ou ta partenaire te dit, moi, ma copine, elle veut pas avoir d'amis comme ça. Moi, ma copine, elle fait pas ça. Moi, ma copine, elle fait pas de chic. En fait, automatiquement, tu vas faire quoi? Tu vas imprégner que dans les relations, il y a des conditions. Et comme tu as peur d'être rejeté et que tu as besoin de mériter ta place, tu vas faire quoi? Tu vas faire tout pour entrer dans le moule. Ou si l'amour que tu as reçu, c'était aujourd'hui je t'aime, demain je t'aime plus, aujourd'hui je t'aime, demain je t'aime plus, tu auras peur de faire quoi? Tu auras peur de t'attacher. Vraiment, tu auras peur de t'ancrer dans la relation et dans l'amour, de peur que la personne puisse se retirer. Donc en fait, tu seras toujours en surface, tu seras toujours sur le qui-vive, de peur que l'amour ne puisse se retirer. Ensuite, il y a l'hypersensibilité non accueillie. Donc l'hypersensibilité, c'est quoi? Je vous mets la définition ici parce que beaucoup de personnes confondent l'hyper-émotivité et l'hypersensibilité. Ce sont deux choses totalement différentes qui peuvent être liées d'une manière ou même pas en fait, c'est même pas lié. Mais du coup, si t'es hyper émotif et qu'en plus t'es hypersensible, comme moi, du coup, tes émotions, tu les ressens vraiment super fort à cause de ton hypersensibilité. Mais une personne hypersensible n'est pas spécialement hyper émotive. Donc si en plus de ça, tu es hypersensible, mais que ton hypersensibilité n'est pas accueillie, qu'elle est moquée, minimisée, voire même punie, tu vas vite apprendre que si tu ressens trop, alors tu es en danger. Et tu vas faire quoi? Tu vas faire en sorte de toujours étouffer finalement cette sensibilité et cette authenticité. Et là, j'ai quand même envie de parler de moi. Moi, dans mon entourage, vraiment dans tous les environnements confondus de ma vie, mon hypersensibilité, j'ai envie de dire, elle est toujours pas bien accueillie jusqu'à aujourd'hui. Parce que bah, voilà, tout le monde ne s'intéresse pas à ça. Je suis d'ailleurs une des seules dans ma famille à vraiment travailler, étudier le social et la sociologie et tout le tralala. Mais en fait, moi, je ressens les choses, mais vraiment de manière trop. Et j'ai toujours eu l'habitude d'entendre que j'en faisais trop, comme si en fait c'était ma volonté d'en faire trop. J'ai toujours entendu Noémie, tu exagères, Noémie, nanana, oh. Par exemple, si j'arrive dans un endroit et je dis oh purée, ça me fait mal aux oreilles, on va me dire oh toi t'abuses toujours, oh toi t'as toujours quelque chose à dire. Mais non, en fait, c'est pas que j'ai toujours quelque chose à dire, c'est que c'est vraiment, ça me pèse, ça me pèse. Et en fait, à force de tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps avoir cette impression d'être trop, d'être différente, tu vas faire quoi? Tu vas arrêter de dire les choses parce que t'as pas envie d'être rejeté, t'as pas envie de toujours être la personne ultra relou du groupe, de la famille, qui a toujours quelque chose à dire. Et en fait, c'est trop marrant parce que là, j'entends des phrases, hein, que ce soit d'amis, enfin, de mes proches, de la famille, frères, sœurs. Et en fait, c'est encore plus épuisant d'essayer de masquer ce que tu ressens, de peur d'être rejeté, que de le vivre naturellement. Après, j'ai des relations aussi où c'est ultra safe, donc du coup, ils savent que je suis comme ça. Et en fait, je peux être moi en toute liberté. Et c'est là que tu vois la différence. Et pourquoi je voulais parler de ça? Parce que, en fait, j'ai développé le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, comme je dis, je suis hyper émotive. L'hyperémotivité et l'hypersensibilité ne sont pas liées, mais les gens, en fait, déjà, quand ils entendent sensible, pour eux, si bah, tu pleures souvent, etc., ça veut dire que tu es hypersensible. Alors qu'une hypersensible ne pleure pas spécialement tout le temps, ça n'a rien à voir. C'est juste que tes sens sont vraiment. Tu sens tout de manière amplifiée. Et donc, en fait, moi, je suis hyper émotive. Et en fait, au moment où on aurait pu, entre guillemets, rejeter mon hyper-émotivité, mais accepter mon hypersensibilité, tout le monde a tout mélangé et mon hypersensibilité a toujours été rejetée. Et du coup, mon hyper-émotivité par la même occasion. Aujourd'hui, en fait, je suis à un stade où les gens, ils disent que je suis dure. Par exemple, ils disent que je suis dure, que je suis par moments insensible, etc. Que j'arrive pas. En fait, j'ai envie de dire, vu d'un point de vue extérieur, si on s'attarde juste sur mon non-verbal et pas ce que je dis,
dans certaines situations, on pourrait vraiment croire que je suis sans cœur, que les choses que je n'ai pas de compassion, etc. En fait, c'est mon mécanisme de défense parce que à chaque fois que j'ai été trop, que j'ai pleuré et que, en fait, justement, mes pleurs, c'était ma manière de garder mon côté humain. On m'a à chaque fois demandé d'arrêter de le faire. Et là, aujourd'hui, en fait, il peut littéralement avoir une situation où tout le monde pleure et en fait, moi, je vais pas pleurer. Mes émotions, quelque part, elles sont coupées, quoi. Je sais pas si y a des personnes qui se retrouvent dans la même situation, mais vraiment. Parce qu'en fait, on m'a appris inconsciemment et involontairement, en fait, à couper mes émotions. Parce que j'en faisais trop. Anyway, l'hypersensibilité, j'en prépare aussi une vidéo parce que pour moi, l'hypersensibilité, c'est vraiment un don qui vient de Dieu. Donc, on en reparlera prochaine fois. Comme autre cause, il y a aussi les paroles blessantes. Il y a certaines phrases qu'on peut dire nous-mêmes ou alors qu'on nous a dites, mais ces phrases-là, elles peuvent marquer à vie. Dire à quelqu'un, à chaque fois, tu es trop, tu en fais trop, tu exagères, tu abuses, tu es trop comme si. C'est des phrases qui nous paraissent super banales, mais on n'imagine même pas les répercussions que ça peut avoir sur le comportement et l'attitude d'une personne. Pourquoi tu n'es pas comme ci? Pourquoi tu n'es pas comme ça? Pourquoi tu n'es pas comme un tel? Pourquoi tu fais pas comme un tel? Les gars, en fait, je suis moi. Si Dieu voulait que je sois comme un tel et que je fasse comme un tel, il m'aurait créé un tel. Mais là, en fait, il m'a créé Noémie. Il y a aussi des phrases, et ça, franchement, c'est souvent chez les. J'ai l'impression que c'est souvent chez les parents africains. Ils se rendent pas compte des fois. Ils ont raison, hein. Des fois, ils peuvent le dire et tout ça, je peux comprendre. Mais laisse les adultes, va là-bas. Je suis quoi, moi? Je suis. Enfin, tu vois, je suis qui? Tu peux juste me dire, ah, tu peux nous laisser et tout. Mais vraiment, pour une personne qui souffre déjà du rejet, on n'imagine même pas les répercussions que ça peut avoir. C'est insupportable. Tu fais toujours tout de travers avec ce caractère-là qui va t'aimer, avec ce caractère-là qui va te choisir. En fait, toutes ces phrases-là sont des phrases qui viennent renforcer le je ne suis pas assez et donc je dois tout faire pour mériter ma place. Et tout ça, ça vient vraiment camoufler, modifier la vraie identité de la personne qui va faire tout pour réussir à rentrer dans des cases qui ne sont pas les siennes, qui va faire tout pour rentrer dans un moule qui n'est pas le sien. Et en fait, tôt ou tard, peu importe quand ce sera, la personne, elle va littéralement péter un plomb et changer complètement. Et en fait, des fois, on voit des gens autour de nous qui font, entre guillemets, des crises. On se dit, ouais, elle fait sa crise de la vingtaine. Non, en fait, pendant toute sa vie, elle a tout fait pour réussir à vous convenir. Et là, en fait, son être entier écrit stop, stop, je ne suis pas à ma place. Ensuite, comme autre racine, cause profonde, on peut, on peut retrouver le rejet de ce que l'on est profondément. Quand un enfant sent que sa personnalité n'est pas correctement accueillie, son tempérament, ses émotions ou même son caractère ne convient pas, il ne se sent pas spécialement corrigé, mais en fait, il ne se sent pas le bienvenu ni accepté à sa juste valeur. Et je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais en fait, depuis que je suis maman, il y a tellement de choses que je vois différemment. Et depuis vraiment que Dieu a commencé vraiment à me faire comprendre que, oui, en fait, j'avais vraiment cet appel par rapport à tout ce qui est restauration, par rapport à tout ce qui concerne les blessures, en fait, je me rends compte qu'il y a tellement de choses qu'on fait aux enfants en se disant c'est juste un enfant, c'est pas grave. Il sera en colère et puis ça passera. Pourquoi? Parce qu'un enfant, si tu observes un enfant, tu vois que l'enfant, en fait, tu peux lui crier dessus, il reviendra toujours vers toi. Limite, c'est toi qui va le gronder et il va revenir vers toi qui l'a grondé au lieu d'aller vers la personne qui l'a pas grondé. On a eu pour habitude de considérer ce comportement-là comme normal en se disant voilà, ça passe. Sauf que non, en fait, ça passe pas. Ce qu'on fait subir à un enfant a des conséquences, des répercussions jusqu'à son âge adulte. Il y a tellement d'adultes qu'on voit aujourd'hui. Et des fois, on se dit, mais comment une personne peut réagir comme ça pour un truc aussi simple? Comment une personne peut être comme ça? Surtout dans les communautés africaines. On va dire, ah, moutoua zalaka boyete. Non, en fait, cette personne-là, elle se trimballe avec des blessures, peut-être même des blessures transgénérationnelles qu'elle n'a jamais guéries. Peut-être que si ses parents sont encore en vie, ses parents, en fait, vivent encore les mêmes choses, voire pire. Si ses grands-parents sont encore là, en fait, c'est ce que sa grand-mère encore a. Et en fait, cette personne-là, dans cette famille-là, jamais quelqu'un s'est dit oui, non, en fait, je vais travailler sur moi. Et je me rends compte qu'en fait, je suis comme ça parce que j'ai été blessée. J'étais comme ça parce que
Tellement de nos parents ont été vivre par exemple chez un oncle ou chez une tante où il a été maltraité. Beaucoup de parents ont vécu de l'inceste. Beaucoup de parents, beaucoup de personnes, tout simplement, il n'y a pas que des parents, ont vécu des choses. En fait, en tant que chrétien, on se dit juste, oui, non, en fait, je prie, puis voilà, Dieu va me guérir. Et ça, c'est vrai, je dis pas le contraire. Mais il y a aussi tout le travail à faire. Donc, qui commence déjà par reconnaître que j'ai une blessure, reconnaître que j'ai quelque chose qui me fait mal. Retirer cette chose pour ne pas qu'elle continue à faire des dégâts. Et ça, c'est le travail que nous, en tant qu'Africains et en tant que chrétiens, nous sommes incapables de faire. Parce que pour nous, on part juste du principe que Dieu résout tout et que c'est pas écrit dans la Bible. Et c'est pas ok, c'est pas ok. On devrait tous traiter nos blessures. Ceux qui croient qu'ils peuvent aller voir des psychologues, qui peuvent aller voir des thérapeutes, etc. Mais moi, en tout cas, je vous encourage à le faire. Ceux qui estiment qu'ils ne veulent pas le faire, que pour eux c'est n'importe quoi, je respecte le choix de chaque personne. Mais il est important de reconnaître qu'on a des blessures qui ne sont pas traitées depuis l'enfance et qu'en fait aujourd'hui, on fait subir aux personnes autour de nous des choses qui sont liées à des blessures qui ne sont pas traitées. Il y a des personnes, tu vas les voir, tu as l'impression qu'elles sont orgueilleuses ou hautaines ou nonchalantes. Et en fait, elles ont peut-être pas envie de l'être. Hein. Peut-être qu'elles le vivent super mal quand elles sont chez elles sont tristes, peut-être comme ça. En fait, elles sont comme ça à cause d'une blessure. Il y a des enfants, leurs parents, ils les ont laissés par exemple chez un oncle, chez une tante, chez une grand-mère, soit en Europe, soit en Afrique, pour aller poursuivre un rêve ou pour, en se disant je vais aller chercher l'argent. Ça part d'une bonne intention, ça ne veut pas dire que tout est mauvais à la base. Ça peut partir d'une très bonne intention. Comment est-ce que l'enfant va le vivre? Va le vivre comme un abandon, comme un rejet. Surtout que souvent, les parents africains, on va pas prendre le temps d'expliquer, oui, voilà, j'ai fait ci pour ça, etc. On va pas en parler. Et en fait, c'est des blessures, c'est des murmures. Et partout, en fait, où il y a l'absence d'une explication ou de quoi que ce soit, en fait, l'imagination prend la place. Et on peut pas en vouloir à l'être humain. L'être humain est comme ça. Bref, je ferme la parenthèse, sinon je vais m'étaler. Comme autre racine, comme autre cause, il y a aussi les expériences répétées d'exclusion. Être souvent mis de côté, oublié, non choisi, ignoré, remplacé, invisibilisé. Ça crée aussi cette idée qu'on n'a pas de vraie valeur. Et ça aussi, c'est souvent dans l'adolescence ou même à l'âge adulte. C'est vrai qu'il y a souvent des phrases et tout, et je l'ai aussi dit récemment dans une de mes vidéos. En fait, si t'es pas invité, c'est ok. C'est vrai que c'est ok parce que les gens n'ont pas de compte à te rendre, ils sont pas obligés de t'inviter. Mais c'est vrai aussi que si tu souffres déjà d'une blessure, de l'abandon ou du rejet, ça va venir raviver cette flamme. Et moi, j'ai souvent eu, à un moment donné de ma vie, l'impression de ne pas être choisie, d'être vraiment celle qu'on va se dire, en fait, elle, même si on lui dit pas, même si nana, elle comprendra. Mais non, les gars, enfin, c'est pas que je veux pas comprendre, je vais comprendre, mais c'est pas pourtant que j'aurai pas mal. Et ça aussi, c'est quelque chose que, il serait temps de comprendre. Des fois, il y a des, enfin, je pense qu'on l'a déjà tous fait à un moment donné. On se dit, ah, c'est pas grave et tout, la personne, elle comprendra. Ben non, et des fois, ça fait mal. My God, je viens d'avoir une de ces crampes. Je sais pas c'est qui veut que je parle pas là, mais je vais parler. Et oh mon dieu, non, non, non. Pouf. Bref, je disais, en fait, avoir le sentiment qu'on n'est pas choisi, qu'on n'est pas invité, ça peut être un vrai sentiment, ça peut vraiment être un vrai sentiment. Mais il faut vraiment réussir à ne pas le prendre personnellement. Parce que de par ta blessure du rejet, tu en as fait une grille de lecture et tu analyses tout dans ce sens-là. Alors que des fois, c'est même pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est pas que la personne elle veut te rejeter, c'est pas que la personne ou quoi que ce soit. Mais en fait, tu en as tellement fait une grille de lecture que tu as l'impression que c'est ça. Alors, il existe aussi plusieurs conséquences à cette blessure du rejet. Il faut savoir que cette blessure infiltre énormément de domaines de notre vie. Par exemple, l'identité. Une personne qui souffre de cette blessure va douter constamment d'elle-même. Elle va toujours chercher des preuves extérieures pour se sentir valable. Par exemple, quand tu auras fait quelque chose, même si par exemple tu lances un projet, tu auras toujours besoin que tes amis, ta famille te prouvent qu'ils sont là derrière toi, qu'ils sont là, qu'ils acceptent ce que tu fais. Et dès que tu vas ressentir la moindre opposition, et pour toi, c'est mort. C'est que t'es pas fait pour ça, par exemple.
Il y a aussi des conséquences sur les relations. Cette personne, elle peut avoir peur de s'attacher, mais elle peut aussi s'attacher trop vite. Elle peut surinterpréter les silences, vivre l'absence de réponse comme un abandon, se sentir facilement mise de côté, accepter trop ou trop peu pour ne pas être seule et se replier avant même d'être rejetée. Il y a aussi des conséquences sur les émotions. La personne peut devenir hyper vigilante, ça depuis mes premières vidéos, je parle de l'hypervigilance. Anxieuse dans les relations, très sensible face aux critiques, se sentir toujours profondément honteuse et être traversée par un sentiment diffus de solitude. Alors, il y a aussi des conséquences sur le comportement. Ça peut produire deux stratégies opposées. Premièrement, on va retrouver la fuite, l'effacement. La personne va se faire toujours très petite pour ne pas être rejetée. Elle n'ose pas demander, elle ne dit pas ce qu'elle ressent, elle ne veut pas déranger, elle cache ses besoins, elle se retire très vite, elle anticipe le rejet et part avant. De l'autre côté, l'autre stratégie, ça va être la suradaptation et la performance. La personne essaye d'être irréprochable pour se faire accepter. Dans mon cas, c'est plutôt cette stratégie. Il y a le perfectionnisme, people pleasing. Si jamais tu ne sais pas c'est quoi le people pleasing, tu peux aller revoir ma vidéo sur le people pleaser. Besoin d'être utile, difficulté à dire non, besoin de prouver sa valeur et peur énorme à dire non. Et dans les deux cas, il y a la même racine. Je dois me protéger du rejet. En tout cas, je sais pas du côté de quelle stratégie tu te trouves, mais n'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves dedans et si tu vois dans quelle stratégie tu te retrouves. Et moi, c'est clairement suradaptation et performance. De toute façon, je pense que si vous me suivez depuis ma première vidéo, il y a une suite logique et vous vous rendez bien compte que tout ce que je dis, même quand je parle de ma vie, de mes témoignages, ça se rejoint. Je ne vois même pas ce que je peux dire de plus. Alors, il y a également plusieurs signes qui prouvent que tu souffres de cette blessure, à savoir, tu te sens vite blessé par une distance émotionnelle, tu te sens vite blessé par une distance relationnelle, tu prends facilement les choses personnellement, et ça aussi, franchement, il faut qu'on en fasse une vidéo, je crois, vraiment sur le fait de prendre les choses personnellement, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point aussi c'est un énorme masque. Et il y a des choses, enfin, il y a pas besoin. On se rappelle, hein, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu as peur qu'on t'aime plus sans raison claire. Tu te sens de trop dans certains espaces. Nous allons maintenant parler des différents signes qui montrent qu'on souffre de la blessure du rejet. Et pour ça, j'ai mes petites notes parce qu'il y a énormément de signes. Au niveau émotionnel, tu te sens vite blessé par une distance relationnelle, tu prends facilement les choses personnellement et ça franchement, je pense qu'on peut même en faire une vidéo parce que prendre les choses personnellement, franchement ça raccourcit la vie. Tu peux vite faire des ulcères, ça fait trop dégrader ta santé et on ne se rend pas compte à quel point on n'a pas besoin de s'infliger tout ça. Ok, mais bref, on en reparlera. Ok, tu te sens souvent trop dans certains espaces. Tu as du mal à ce qu'on puisse, tu as du mal à croire à ce qu'on puisse t'aimer sincèrement. Ça, c'était pour les signes émotionnels. Voyons maintenant les signes plutôt relationnels. Tu t'attaches à des personnes qui sont indisponibles émotionnellement. Tu as peur d'être abandonné si tu montres qui tu es vraiment. Tu cherches beaucoup, mais alors là, beaucoup la validation des autres. Je me reconnais. Tu suranalyses les messages, les silences, les changements de ton. Tu deviens vraiment un inspecteur à la recherche de comment est-ce que les gens réagissent. Tu testes parfois l'amour des autres sans t'en rendre compte. On en a déjà parlé aussi dans une vidéo. Tu es capable, si tu es en relation, tu es en couple, tu es marié, tout ce que tu veux, tu es capable d'accepter même l'inacceptable juste pour éviter d'être rejeté ou de quitter. Au niveau des signes plutôt comportementaux, tu t'excuses souvent pour exister, tu minimises ta présence, tes besoins, tes douleurs, tu n'oses pas prendre ta place, tu te compares beaucoup, tu t'auto-sabotes avant d'être exposé. Autosabotage, ça aussi on va en faire une vidéo. Tu abandonnes certains projets par peur d'être jugé, critiqué, voire ignoré. Et qui a franchement, et ça je comptais quand même le dire, franchement merci à toutes ces personnes qui me suivent, qui partagent mes vidéos, qui commentent, qui aiment. Voyez moi par exemple, avant, je pense que avant, je sais pas si j'aurais pris le risque de me lancer sur YouTube, étant donné que c'est une grande plateforme, que j'ai pas de communauté à la base. En fait,
Franchement, YouTube, c'est la plateforme sur laquelle je me sens le plus à l'aise. En fait, j'ai l'impression de parler avec des amis, de parler, voilà. En fait, j'aime parler, je me sens vraiment à l'aise. Et je me dis, avant, quand je souffrais de la peur du rejet, la blessure du rejet, bah, je pense que j'aurais trop fait attention à mes stats, etc. Mais vous voyez, là, franchement, en fait, je prends juste du plaisir. C'est juste que j'aimerais bien que vous puissiez me répondre comme ça, voilà, on échange. Soit vous me répondez en commentaire, soit vous m'écrivez en privé. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent en privé, que ce soit sur Instagram ou même sur TikTok. Et des fois, on échange. Et d'ailleurs, ça me donne de la force, donc n'arrêtez pas. Ça me fait du bien de voir que mes mots, mes phrases, mes conseils, ma vie peut faire écho, etc. à des choses que vous traversez. Franchement, genre, j'aime trop, ok? Mais, vous voyez, genre, quand tu souffres de la blessure du rejet, t'auras trop peur de ça, hein. Et là, comme Dieu m'a guéri, ça me fait absolument rien du tout. Et je prends vraiment plaisir à ce que je fais. Bref, tu préfères ne rien demander parfois plutôt qu'avoir un refus. Mais ça aussi, hein, c'est grave. Vous voyez ça par rapport au rejet. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais ça aussi, c'est quand vraiment t'es pas dans un environnement safe. Je vous jure que une fois que vous réussissez à passer dans un environnement safe, en fait, le traitement de vos blessures va tellement accélérer. Et il y a plein de choses en fait qui vous faisaient peur, que vous n'osiez pas, etc. Vous les aurez plus en fait, parce que votre environnement, il va être là. Ben, par exemple, même là, personnellement, mon entourage m'encourage et ça fait du bien. Je vis pas derrière les encouragements, parce que les gens qui t'encouragent aujourd'hui, c'est les personnes qui vont te lancer des tomates demain. Mais bref, je ne vais pas pour les encouragements, mais quand tu as un bon entourage, tu es là en fait, ça va te motiver, ils vont t'encourager, ils vont te donner de la force, ils peuvent même prier pour toi. Et des choses, tu avais peur et tout, bah, tu vas oser. Genre, en fait, même quand la personne elle va te dire non, c'est supposons, hein, en fait, le non là, ça va être comme du miel, ça va pas être un non comme une gifle. Bref, il y a aussi des autres signes beaucoup plus profonds. Par exemple, tu crois que les autres ont quelque chose de plus que toi. Et ça aussi, c'est vrai. Parce qu'on a souvent l'impression que les autres ont plus que nous. Non, en fait, les autres, ils ont ce qu'ils ont et toi, tu as ce que tu as. Est-ce que toi, tu as, les autres, ils l'ont pas. Ok? Tu te sens souvent illégitime. La vidéo sur le syndrome de l'imposteur arrive. Ça aussi, on doit en parler. Tu peux avoir du mal à recevoir l'amour, les compliments, l'attention, même des cadeaux, tu auras du mal à recevoir. Quand quelqu'un t'aime sincèrement, tu doutes de sa sincérité. Tu vas douter de la sincérité d'une personne pour aller te mettre avec une personne qui t'aime pas vraiment parce que ça te paraît plus vrai. Oui, ça aussi, il faut le dire. On doit se dire cette vérité-là entre quatre yeux ou six. Tu peux confondre l'intensité et l'amour. Mais ça, on en a parlé dans la vidéo de la dépendance affective. Et ça, je vous jure, franchement, je crois que c'était vraiment une révélation. Il faut sachez que, franchement, en fait, je remercie vraiment Dieu parce que quand je fais mes vidéos, en fait, il y a tout ce que je prépare au préalable parce que moi, je me disperse très vite. Hein, donc, je pense que vous l'avez remarqué. Donc, il faut vraiment que voilà, j'ai un cadre et tout pour mes vidéos. Et voilà, je fais des recherches, je fais des lectures, etc. Bref, pour pouvoir vous pondre quelque chose de correct. Mais en plus de ça, je rajoute mon expérience, etc. Je vois avec des signes, des choses et tout. Mais il y a des moments, franchement, je vous jure, je vous parle. En fait, c'est des révélations. Et dans ma vidéo sur la dépendance affective, quand je vous parle du fait de ressentir et vivre les choses, que c'est deux trucs différents, moi je vous jure, cette phrase, elle m'a marqué. Cette révélation, cette pensée m'a marqué. Parce que c'est vraiment ça. Tu vas vouloir ressentir les choses plutôt que les vivre. Parce qu'en fait, les vivre aussi, ça te fait peur. Tu te dis, en fait, si je les vis vraiment, à tout moment, ça s'arrête. Tu vas être vraiment que dans le sensationnel. Oh my god. Tu vas être que dans le sensationnel. Il n'y a que ça, vraiment, qui va te faire kiffer. Sauf que non, le plus important, c'est de vivre les choses parce que dans le fait de vivre les choses, il y a vraiment toute l'endurance. Dans le sensationnel, c'est vraiment le plaisir de courte durée. Et souvent, un plaisir de courte durée, c'est pas toujours bon. Alors, parlons de comment cette blessure peut se manifester au quotidien. Cette blessure, elle va pas toujours se manifester de manière spectaculaire, mais elle va passer par des choses très subtiles. Par exemple, si tu envoies un message à quelqu'un et que la personne te... Ça me fait rire parce que je repense à quelque chose. Si la personne te laisse en vue, bah, tu vas te sentir humilié. Pour toi, c'est un manque de respect. Tu vas imaginer plein de trucs. Mais vous voyez, ça, c'est aussi les conséquences de prendre les choses personnellement. Les gens, ils ont une vie. Hein.
faut arrêter de penser qu'on est le centre du monde et que les gens sont obligés de vous répondre à la minute près. Il y a des personnes qui peuvent répondre à la minute près. Il y a des personnes, même si elles ont vu votre message, elles ont peut-être juste besoin de plus de temps pour vous répondre. Il y a des personnes aussi, ça part d'une très très bonne intention. Par exemple, elles se disent, peut-être pour lui répondre à son message, j'ai besoin de me poser pour lui accorder mon temps et pas répondre à la va-vite. Ok? Tu veux aussi croire qu'un désaccord, ça veut dire rupture. En fait, je visualise beaucoup de personnes, on va dire, et de situations là, à l'instant où je suis en train de faire la vidéo. Parce qu'en fait, il y a des personnes vraiment, en fait, vous vous rendez pas compte à quel point vos blessures vous rendent problématique, vraiment. Et ça fait que on a du mal à vivre avec vous. Personnellement, je suppose qu'à un moment donné, j'étais comme ça, vu que j'ai traversé tout ça. Et j'arrive à passer au-dessus de certaines choses maintenant parce que j'ai vécu ça. Mais il y a vraiment des personnes, en fait, et je pense peut-être que vous allez reconnaître une personne dans votre entourage où vous êtes cette personne-là. En fait, des fois, vous êtes juste problématique et vraiment. Vous savez qu'on a le droit de parler et d'avoir un désaccord parce que on ne pense pas la même chose, on n'est pas fait de la même manière. On peut discuter, on ne sera pas d'accord. Peut-être même que jusqu'à la fin de la discussion, peut-être même que jusqu'à la fin de la discussion, on ne sera pas d'accord. Et c'est ok, c'est pas pour autant qu'on en dispute. On discute juste comme des personnes adultes. Pensez automatiquement aussi que tu as fait quelque chose de mal dès qu'une personne devient super distante avec toi. Non les gars, on est adultes. Les gens, ils ont leur vie, ils ont leurs problèmes. Comme on est là, chacun est dans sa maison et chacun sait ce qu'il traverse chez lui. On peut me voir dehors, hihi, haha, alors que chez moi, tous les soirs, je suis dans le noir en pleurs. On ne sait pas ce que les gens traversent chez eux. Il se peut qu'une personne soit distante avec toi et c'est totalement bénin sans pour autant qu'il y ait un problème. Et après, ben voilà, il y a aussi tous les signes que j'ai déjà mentionnés tout à l'heure. Ok? Alors, le grand danger avec cette blessure, c'est que surtout si c'est arrivé très très tôt, cette personne qui vit au travers de cette blessure, cette personne ne vit plus les relations de manière libre, mais elle est dans une survie affective. Elle ne cherche pas ou ne cherche plus à être aimée. Elle cherche absolument à ne plus être rejetée. Donc en fait, juste imagine, tu es dans une relation avec quelqu'un et tout ce que la personne fait en face de toi, c'est même pas pour que tu l'aimes, que tu l'apprécies, mais c'est juste pour que tu ne la rejettes pas. Et pour ça, la personne, elle peut tout donner trop vite. Je sais qu'il y a un terme en anglais. Si j'arrive à le retrouver, je le mettrai là. Si je le trouve pas, je le mettrai pas. Mais il y a des personnes comme ça. Dès que tu te mets en relation avec elle, elle te donne tout d'un coup. Et justement, du coup, ça vient raviver le côté sensationnel, le fait de ressentir les choses et non pas de les vivre. Ou au contraire, c'est une personne qui va se fermer très rapidement ou se fermer complètement. Une personne qui va devenir dure. Et moi, je me suis vraiment retrouvée à un moment donné dans ce cas de figure-là. C'est de devenir dur. Tu deviens vraiment dur. Devenir dépendant. Devenir perfectionniste. Ou alors l'extrême, devenir invisible. Et toutes ces réactions-là que je viens de citer, c'est vraiment des protections, des mécanismes de défense que tu vas mettre en place pour éviter de revivre cette sensation d'être rejeté. Et pour terminer cette vidéo, j'ai envie de te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La blessure du rejet peut être très profonde, mais ce n'est pas une condamnation. On peut guérir et surtout, on peut réapprendre à prendre sa place, à poser des limites, à ne plus mendier l'amour, à ne plus se trahir pour être accepté, à distinguer un vrai rejet d'une simple frustration, à recevoir de l'amour sainement, à se sentir légitime sans devoir se suradapter. La guérison commence souvent quand on commence à mettre des mots précis sur ce qu'on a vécu. Et ça, je ne cesserai jamais de le dire. Parce que tant qu'on ne comprend pas la blessure, on pense que notre manière de réagir est notre personnalité. Alors que parfois, c'est une stratégie de protection. Et ce n'est pas du tout la même chose. En bref, la blessure du rejet, c'est la douleur d'avoir appris très tôt que pour être aimé, il fallait peut-être ne pas être pleinement soi. Et en tant qu'enfant de Dieu, j'ai envie de te dire,
que tu n'es pas trop. Chaque personne que Dieu a créée sur la terre a été créée avec intention, avec un but, avec une mission à remplir. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu guérisses de tes blessures pour que tu sortes de cette transformation identitaire et que tu reviennes à l'état initial pour lequel il t'a créé. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et surtout à me laisser un commentaire. N'hésite pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. I see.